3000 kilomètres sans escorte aérienne. Zéro cérémonie, zéro protocole. Pourquoi un président risquerait-il sa vie sur des routes truffées de dangers quand tant d'autres se contentent de discours derrière des murs et des blindés? Abdoura Omeïntiani a traversé tout le Niger en voiture, au cœur de la tourmente. À chaque arrêt improvisé dans les villages oubliés, chaque nuit passée entre soldats et civils, il a transformé la proximité en acte politique. Ce n'était ni une opération de communication, ni une visite sous contrôle. C'était une prise de risque assumée, vécue à découvert. Ce choix dérange. À l'intérieur, il bouscule les élites. À l'étranger, il inquiète les chancelleries, car il renverse les codes. Là où les chefs d'État s'abritent, ils s'exposent. Là où le pouvoir se protège, il se confronte au réel, sans filtre ni mise en scène. Chacun, du simple citoyen au diplomate, doit désormais se positionner face à une souveraineté nigérienne revendiquée dans la poussière et le danger. N'y voyez pas une anecdote. Ce déplacement a bousculé l'équilibre du pays, déclenché des réactions en chaîne. Ignorer ce geste, c'est passer à côté d'un basculement historique. Désormais, l'encourte, la souveraineté ne se proclame plus. Elle s'éprouve sous le regard de tous sur le terrain même du risque. Mais pour saisir la portée de ce choc politique, il faut revenir sur ce qui a rendu un tel acte nécessaire, l'effondrement silencieux d'un modèle qui a menacé la sécurité du Niger. Avant de comprendre comment cette tournée a bouleversé le jeu, il faut explorer ce qui a miné l'ancien système. Revenons à la racine du malaise nigérien. Comment le Niger a-t-il pu atteindre ce point où la confiance entre l'État et le peuple s'est presque entièrement érodée? Depuis plus d'une décennie, l'insécurité n'a cessé de gagner du terrain. Malgré la présence constante de forces étrangères et de multiples missions de soutien, la menace s'est propagée jusqu'aux endroits les plus reculés. Les discours officiels promettaient de stabilité et progrès, mais sur place, la réalité était faite de villages vides, de routes coupées, d'attaques répétées. Prenons par exemple le village de Garunkaka dans la région de Difa. Autrefois prospère grâce à la pêche et à l'agriculture, il s'est vidé peu à peu après plusieurs attaques de groupes armés. Les habitants, fuyant l'insécurité, se sont réfugiés vers des camps improvisés, abandonnant derrière eux des terres stérilisées par la peur et la violence. Ce scénario s'est répété à des dizaines d'endroits, tissant une toile d'exil et de défiance à travers le pays. Au fil des années, le contrat social s'est fissuré. Pour nombre de Nigériens, l'État est apparu comme une entité lointaine, impuissante à protéger ou à gérer les crises. Paysans et soldats, isolés, se voyaient abandonnés, sans aide ni repère. Les routes dites stratégiques, délaissées ou dangereuses, coupaient là les communautés et rendaient toute action difficile. Le pouvoir, lui, semblait se retirer encore davantage. Les décisions essentielles étaient prises de la distance, parfois même hors du pays, sans dialogue avec ceux qui en portaient les conséquences. Cette dépendance vis-à-vis de l'étranger a nourri un sentiment d'abandon, l'impression que le sort du Niger se jouait ailleurs, loin de ses habitants. Ce désenchantement n'est pas anodin. Il a sapé les fondations mêmes de la société. Un pays fragmenté, exposé à toutes les crises, sécuritaires, économiques, sociales. Plus la confiance s'effondrait, plus l'État avait du mal à exister comme autorité légitime. Dans ce climat de défiance, chaque village déserté, chaque route détruite, chaque soldat oublié symbolisait un pouvoir absent, un pouvoir que beaucoup ne reconnaissaient plus et qui laissait planer tous les doutes. Il suffit de regarder l'exemple du poste militaire de Chinagodar, au nord-ouest du pays. Pendant des mois, les renforts tardaient ou n'arriveront jamais. Les familles de soldats, inquiètes, organisaient elles-mêmes des collectes pour envoyer vivres et médicaments. Ce type de solidarité locale, aussi admirable soit-elle, trahissait surtout l'absence d'un État protecteur. C'est dans ce contexte que la tournée présidentielle prend tout son sens. Elle n'est pas un simple rituel, mais bien une tentative concrète de renouer le lien, d'affronter les réalités ignorées jusque-là. Mais ce voyage allait bien au-delà de la réparation d'une image ou de l'écoute symbolique. Il annonçait un affrontement direct avec les obstacles à la souveraineté réelle sous le regard inquiet du monde. Pourquoi la souveraineté nigérienne dérange-t-elle autant et surtout, qui a le plus à perdre dans ce bras de fer? À travers la tournée terrestre du président Abdoura Omeïntiani, une certitude s'impose. La sécurité n'est plus l'apanage de l'armée ou d'un cercle restreint d'experts. Elle devient la condition première de tout progrès et chaque citoyen se trouve désormais acteur direct de la défense nationale. Cette mutation bouleverse les repères, renversant la logique de l'assistance pour instaurer une implication collective inédite. Le Fonds de solidarité nationale, lancé à Tlalbri, symbolise ce basculement. Il ne s'agit plus d'attendre l'aide extérieure ni de compter sur la générosité internationale.
Même modeste, la participation mensuelle de chaque Nigérien affirme la volonté de s'approprier la sécurité du pays. Cette démarche soude la population dans une dynamique de résistance et d'autonomie où chaque contribution pèse symboliquement contre la dépendance. Prenons l'exemple de Aïchatou, commerçante à Agadez, qui verse chaque mois une petite somme au fonds. Elle témoigne: c'est peu, mais c'est avec fierté que je participe. Je sens que c'est pour nous, pour nos enfants. En traversant les régions longtemps négligées, la tournée met à nu les fractures géographiques et sociales du Niger. Les routes défoncées, les garnisons isolées et les infrastructures absentes ne sont plus de simples signes de retard. Ce sont des failles de sécurité, des points d'entrée pour groupes armés ou intérêts étrangers. Montrer ces faiblesses, c'est obliger l'État à réagir, tout en exposant les conséquences concrètes de la marginalisation. Mais la rupture la plus radicale réside dans le rejet d'un dispositif sécuritaire dicté de l'extérieur. Pendant des années, la sécurité nationale a servi de prétexte à l'implantation de bases étrangères, à la circulation d'experts et à la captation de ressources sous couvert de lutte antiterroriste. Cette stabilité, vantée par certains partenaires, profitait surtout à quelques puissances, rarement au peuple nigérien. Pour illustrer ce phénomène, rappelons que dans les années 2010, le Niger accueillait sur son sol plusieurs bases étrangères, notamment américaines et françaises. Les accords de défense, négociés en dehors de tout débat public, garantissaient Tachra l'accès à des infrastructures stratégiques en échange de promesses de sécurité. Mais sur le terrain, les attaques et les enlèvements se multipliaient, mettant en doute l'efficacité réelle de ces dispositifs. En ordonnant l'expulsion des forces étrangères et la fermeture des frontières, le Niger tranche avec l'ordre établi. Ces décisions sont autant de signaux envoyés aux partenaires internationaux. La souveraineté ne se négocie plus en coulisses. Elle s'impose désormais à ciel ouvert, sur le terrain. Les ressources nationales, notamment l'uranium, deviennent le nouvel atout du Niger. Suspendre les exportations oblige les acteurs régionaux et mondiaux à revoir leur stratégie. Ce levier économique, longtemps exploité au détriment du pays, est utilisé pour imposer de nouvelles règles, où les intérêts nigériens passant en premier. Cette stratégie n'est pas sans rappeler celle menée par le Venezuela dans les années 2000, lorsque Hugo Chavez avait décidé de nationaliser le pétrole. Ce choix avait provoqué une recomposition des alliances et un bras de fer intense avec les grandes puissances énergétiques. Ici, le Niger adapte ce modèle à sa propre réalité, cherchant à rompre le cycle de dépendance et de prédation. Ce bouleversement ne va pas sans risque. Les élites locales, longtemps liées à l'ancien système, voient que leurs privilèges menacés. Les acteurs internationaux perdent un accès stratégique aux ressources, tandis que la population découvre une responsabilité nouvelle, mais aussi la possibilité d'influer sur son propre destin. Pourtant, exposer ces fractures n'est qu'un début. Reste à savoir comment ce nouvel équilibre va bousculer la région, révéler de nouvelles failles ou ouvrir des perspectives inédites, bien au-delà du Niger. Derrière l'affirmation de cette souveraineté, de nouveaux rapports de force se dessinent déjà. Mais qui, concrètement, risque le plus dans ce grand jeu de recomposition? Et si ce qui se joue aujourd'hui sur les routes du Niger était en train de redessiner tout le Sahel, voire de fissurer l'ordre mondial lui-même, derrière chaque kilomètre parcouru par le président Homé Intiani, c'est une onde de choc qui se propage bien au-delà des frontières nationales. La souveraineté assumée sur le terrain inspire déjà certains voisins et inquiète de puissants acteurs internationaux. Cette démarche nigérienne ne surgit pas d'un élan isolé. Elle s'inscrit dans le sillage du Mali et du Burkina Faso. Ici, la priorité n'est plus la coopération conditionnelle, mais la souveraineté d'abord, et la quête de partenariat fondée sur une égalité réelle. Le message envoyé est limpide. La verticalité post-coloniale n'a plus de légitimité. L'alliance des États du Sahel, souvent caricaturée comme une réaction émotionnelle, s'avère au contraire une stratégie longuement mûrie face à l'échec du modèle hérité. Il s'agit d'une réponse systémique où la solidarité régionale devient le socle, loin des injonctions extérieures et d'un ordre international déséquilibré. Dans ce contexte, l'attitude envers les grandes organisations régionales bascule. La CEDEAO, autrefois perçue comme garante de la stabilité, apparaît désormais comme bras exécutif d'intérêts étrangers. La confiance s'érode rapidement, laissant place à la défiance vis-à-vis des médiations traditionnelles. Les conséquences économiques se font sentir immédiatement et à grande échelle. L'arrêt des exportations d'uranium désorganise les chaînes logistiques internationales et oblige à repenser tous les flux commerciaux, des matières premières à l'alimentation. Sécuriser la nourriture devient, à présent, une stratégie de résistance nationale. Un exemple frappant,
En suspendant temporairement les exportations de mil et de riz, le Niger a obligé les commerçants à privilégier l'approvisionnement du marché local. Des initiatives communautaires, comme la relance des jardins maraîchers à Zinder, montrent que la souveraineté alimentaire est aussi un pilier de la souveraineté politique. Ce geste nigérien, qui s'adresse aussi au Sud global, esquisse un nouveau schéma. D'abord sécuriser ses territoires, ensuite consolider ses ressources, puis seulement ouvrir la renégociation des liens extérieurs. C'est un appel à l'autonomie, là où tant de pays restent prisonniers de leur dépendance. Mais cette recomposition expose la région à une zone d'incertitude. Même si la solidarité entre États semble renforcée, le risque de sanctions, de pressions diplomatiques accrues, voire de déstabilisation orchestrée, grandit à chaque nouvelle décision prise hors du cadre habituel. Ce qui se joue aujourd'hui au Niger dépasse donc largement une crise nationale. C'est la démonstration qu'un pays, en affirmant concrètement sa souveraineté, peut transformer un rapport de force régional et inspirer d'autres à suivre. Mais cela implique aussi de naviguer entre espoir, menaces et bouleversements profonds. Une question demeure, quelles leçons tangibles tirer de ce précédent nigérien et comment ces choix pourraient-ils s'appliquer ailleurs ? Pour comprendre l'impact réel de cette rupture, il faut examiner la suite des événements sur le terrain et la réaction des puissances étrangères. Ce sont ces réactions qui vont révéler la portée historique ou les limites de ce pari nigérien. Qu'est-ce que cela change concrètement de pratiquer la souveraineté au lieu de simplement l'annoncer ? Au Niger, la réponse se joue dans l'action directe, visible, risquée, à la première personne. La souveraineté ne se limite plus à un drapeau ou une loi. Elle prend chair dans des choix radicaux, comme reprendre le contrôle de ses ressources ou affronter l'incertitude ensemble. Quand la sécurité n'était plus réservée à l'armée ou déléguée à des partenaires étrangers, mais devient la responsabilité de chaque citoyen, la dépendance recule. S'engager, même symboliquement, dans un fonds de solidarité ou dans l'effort collectif, c'est briser la passivité. On passe du statut de spectateur à celui d'acteur, aussi modeste soit-il, face à la crise ou l'insécurité. La souveraineté s'éprouve aussi dans la vie quotidienne. Relancer l'irrigation, garantir aux villages de quoi nourrir leurs familles, reconstruire les routes et l'eau courante. Chaque amélioration, chaque lien créé ou retissé renforce la résilience et la cohésion face aux menaces. Même la diplomatie s'en trouve bouleversée. Négocier ou refuser de l'aide extérieure devient un acte de rééquilibrage et non plus de dépendance. La tournée du président n'a pas calmé les tensions. Elle a révélé les fractures, les attentes, les colères. Autorités, militaires, populations et partenaires étrangers ont dû se positionner. Le temps du flou, de la neutralité confortable, est terminé. Le dialogue se joue désormais sur le terrain, dans la présence, l'écoute et le partage du risque. Le gain le plus durable, une légitimité qui ne tombe plus d'en haut mais se reconstruit patiemment au contact du réel. Cela exige du courage, de la transparence et la volonté de s'impliquer, même quand le doute ou la lassitude guettent. Mais ce choix d'une souveraineté active n'est pas sans prix. Il expose le pays et chacun de ses habitants à la pression, à l'erreur, à la déception parfois. Pourtant, plus on s'implique, moins l'indifférence devient possible. On ne peut plus ignorer la réalité du combat. Pour illustrer ce principe, rappelons le cas du Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Face à la reconstruction, chaque citoyen fut invité à participer à l'effort national, que ce soit en travaillant sur les chantiers, en soutenant les écoles ou en s'engageant dans la vie locale. Ce modèle d'implication collective a permis au pays de se relever et de bâtir une économie résiliente. Le Niger, à sa façon, s'inspire de ce type de mobilisation populaire. Après ce choc, où va le Niger ? Pour ceux qui vivent ou subissent cette transformation, la suite sera décisive. Mais pour comprendre les conséquences profondes de ce basculement, il faut regarder comment les choix du Niger font écho bien au-delà de ses frontières, car ce qui se joue ici menace ou inspire tout un ordre régional. La souveraineté ne plane plus au-dessus du Niger. Elle descend, elle s'expose, elle s'use au contact du sol. Sur la route, tout devient palpable. La poussière, la fatigue, les regards brûlants échangés sous le soleil. Le pouvoir jadis lointain, confiné dans les palais ou dans les discours officiels, accepte soudain de s'incarner sur l'asphalte et la latérite, à la cadence lente des kilomètres parcourus sous escorte. Ce contact direct bouleverse les règles du jeu. Refuser de survoler les réalités, c'est contraindre chacun à se positionner, sans écran ni artifice. Pour la première fois, depuis plusieurs décennies, le Niger oblige voisins, partenaires et rivaux à répondre à une souveraineté qui ne se proclame plus, mais se pratique, dans la poussière et l'incertitude.
Ignorer ce basculement, c'est manquer une leçon essentielle. La souveraineté peut changer de forme. Elle cesse d'être une idée lointaine pour devenir une responsabilité vécue collectivement. Ce déplacement du pouvoir n'est pas sans danger. Il force chaque citoyen, chaque soldat, chaque dirigeant à sortir de l'ambiguïté. Il confronte le pays à de nouveaux défis, mais lui offre aussi une rare opportunité, celle de réinventer le contrat social autour d'actions concrètes plutôt que de promesses abstraites. La route compte parce qu'elle cristallise à la fois les fractures et les espoirs. Elle révèle brutalement les faiblesses et les ressources du pays. Ce qui s'y déroule dépasse la simple logistique d'un déplacement présidentiel. C'est l'imaginaire politique lui-même qui se transforme. Un chef qui foule la terre, qui affronte la fatigue, la peur, les regards, c'est un chef qui endosse pleinement la réalité de la souveraineté. Et c'est un pays qui, pas à pas, redéfinit l'autorité, non plus comme une verticalité imposée, mais comme une charge partagée et éprouvée à chaque mètre avalé. Au fond, ce choix du terrain, du risque et de la présence physique, c'est peut-être ce qui manquait à tant d'États africains, piégés dans la dépendance ou la défiance. Le Niger propose ici un modèle radical, celui d'un État qui ne quémande plus la reconnaissance, mais qui la conquiert, pas après pas, sur la route et dans la conscience de son peuple. Ce bouleversement n'est pas anodin. Il peut susciter l'imitation ou provoquer de vives résistances, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne pas voir ce changement, c'est risquer de passer à côté de l'opportunité de comprendre comment un pays peut inverser la logique du pouvoir et donner le ton à tout un continent. La route n'est qu'un commencement. Ce qui se joue ici pourrait bien redessiner, demain, les lignes de force de toute la région. Pour aller plus loin, que pourrait faire un autre État en situation comparable ? Première étape, dresser un état des lieux honnête, sans phare, des failles de l'administration et des attentes de la population. Deuxième étape, instaurer des mécanismes de participation citoyenne, même modestes, pour donner à chacun un rôle dans la reconstruction. C'est une troisième étape, reprendre le contrôle des ressources stratégiques, non à travers la confrontation systématique, mais en ouvrant des négociations transparentes sur la base de l'intérêt national. Ces mesures, seulement appliquées avec constance et courage, pourraient inspirer d'autres nations à sortir du piège de la dépendance. Le Niger, par son exemple, propose une voie. Ni miracle, ni recette universelle, mais une démonstration. La souveraineté se construit jour après jour dans le risque, la proximité et l'action concrète. En conclusion, ce qui vient de se passer sur les routes du Niger n'est ni une parenthèse ni un simple symbole. C'est un signal. Un appel à repenser le contrat social, à réintroduire le courage et la responsabilité dans la vie politique. Plus qu'un déplacement, c'est un basculement. Un mouvement que personne, désormais, ne pourra feindre d'ignorer.